Nous nous retrouvons pour la troisième partie de notre chapitre sur la dynamique des zones de divergence. Il s'agit de traiter ici de l'évolution et des transformations que subit la lithosphère après avoir été formée. Ces transformations sont en particulier liées à ce qu'on appelle l'hydrothermalisme. L'hydrothermalisme est dû aux nombreuses failles et aux nombreuses fractures qui bordent la dorsale et qui laissent s'infiltrer de l'eau de mer jusqu'assez profond dans les périodotites du manteau. Et du coup, on a des échanges entre l'eau de mer froide qui pénètre, qui va se réchauffer au contact des roches, et l'eau ressort extrêmement chaude et chargée de particules métalliques, et elle sort au niveau de fumeurs noirs. Ce sont des cheminées, comme on voit ici. Et donc c'est ce phénomène, cette circulation d'eau, que le schéma reprend ici clairement. On voit les failles, l'eau qui pénètre, qui se réchauffe, qui réagit avec les roches et qui ressort réchauffée à 350 degrés. Cet hydrothermalisme est l'une des conséquences des modifications de la lithosphère qui suivent son éloignement de la dorsale et son vieillissement. En effet, lorsque la lithosphère s'éloigne de la dorsale, elle refroidit, les minéraux cristallisent. Nous avons donc formation au niveau de la dorsale des roches que vous connaissez, dont le gabbro, qui contient des pyroxènes et des plagioclases. Mais avec l'hydratation, qui a lieu avec l'hydrothermalisme, eh bien les minéraux vont pouvoir réagir ensemble à l'état solide. Ce sont des réactions et donc des transformations qui se font extrêmement lentement, qui sont liées aux modifications de température et à l'hydratation. En effet, lorsqu'on associe des plagioclases et des pyroxènes avec de l'eau, eh bien, on obtient un nouveau minéral qui est stable à une température inférieure à celle des gabbros, à plagioclase et à pyroxène. On obtient ce qu'on appelle des gabbros métamorphisés à amphiboles, c'est-à-dire que les plagioclases et les pyroxènes qui réagissent ensemble et avec l'eau vont former des amphiboles. Lorsque la lithosphère continue à refroidir, la température baisse encore. L'hydratation des plagioclases et des amphiboles va nous donner ensuite de la chlorite et de l'actinote, qui sont des minéraux encore plus hydratés. Chacun de ces minéraux, plagioclase, pyroxène, puis amphibole, puis plagioclase, chlorite, actinote, sont des minéraux caractéristiques de ce qu'on appelle des faciès de métamorphisme. Ces faciès du métamorphisme sont liés aux conditions de pression et de température et présentent des associations de minéraux caractéristiques. Ici, nous sommes dans un faciès, dans des faciès qui sont à basse pression et à température de plus en plus réduite pour arriver à un faciès schiste vert qui est le faciès basse pression, basse température. Petite parenthèse sur la péridotite du manteau qui elle aussi est hydratée. On rappelle que la péridotite est principalement constituée d'olivine et de pyroxène et que l'association de l'olivine, du pyroxène avec de l'eau va donner les péridotites serpentinisées et un minéral qu'on appelle la serpentine dont on a parlé précédemment.
Nous avons ici donc des représentations moléculaires des minéraux dont nous venons de parler. Ici donc les amphiboles, ici l'actinote, ici la chlorite, et on voit que l'hydratation est de plus importante. On rappelle que l'hydratation est caractérisée par des groupements OH, oxygène, hydrogène, et on voit que la chlorite est le minéral le plus hydraté des trois. On a ici la photo à l'œil nu et au microscope d'un gabbro métamorphisé, c'est pour ça qu'on appelle ça métagabbro, à chlorite, donc présentant le minéral hydraté du faciès schiste vert. Une autre évolution de la lithosphère constitue son refroidissement. Plus la lithosphère s'éloigne, plus elle refroidit, et donc plus les isothermes s'enfoncent, et en particulier l'isotherme qui nous importe, qui est l'isotherme 1300 degrés, qui marque la limite entre la lithosphère au-dessus et la sténosphère en dessous. Il existe une formule qui relie l'épaisseur de la lithosphère à son âge. Cette formule nous permet de calculer l'épaisseur de la lithosphère en kilomètres, donc en fonction de son âge et donc en fonction de son éloignement. De là, on peut déduire l'épaisseur du manteau lithosphérique qui correspond à l'épaisseur de la lithosphère totale, auquel on soustrait l'épaisseur de la croûte, qui est d'une épaisseur constante d'environ 7 km. À partir de là, on peut déduire la densité de la lithosphère, puisque nous avons la formule suivante qui relie la densité de la lithosphère à l'épaisseur de chacune de ses parties multipliée par la densité propre à chacune de ces parties, et on rapporte ceci à l'épaisseur totale de la lithosphère. En effet, la densité de la lithosphère est égale à la moyenne des densités de la croûte et du manteau lithosphérique, pondérée par les épaisseurs respectives de chacun d'entre eux. On obtient les valeurs suivantes de lithosphère, de la densité de la lithosphère, et on s'aperçoit que la valeur de 3,25, qui correspond à la densité cette fois de l'asténosphère, eh bien cette valeur de 3,25 est atteinte pour un âge d'environ 40 millions d'années à 3200 km de la dorsale. Ce qui veut dire qu'au-delà de cet âge et de cette distance, eh bien la lithosphère devient plus lourde que l'asténosphère. Et ceci va avoir une conséquence importante. On retrouve les données du tableau présentées sur le graphique ici, la densité de la lithosphère en fonction de la distance à la dorsale est indiquée la valeur limite de 3,25 qui correspond à la densité de la sténosphère, et on voit donc le moment où la lithosphère entre ce qu'on appelle en déséquilibre gravitaire, c'est-à-dire que la lithosphère devient plus lourde que la sténosphère et elle va donc plonger et s'enfoncer au fur et à mesure. Nous avons donc une lithosphère qui, au fur et à mesure de son vieillissement et donc de son éloignement à la dorsale, va s'hydrater. De ce fait, des transformations chimiques des minéraux vont avoir lieu. Donc on a vu que c'était ce qu'on appelait le métamorphisme. Il faut savoir que le métamorphisme des roches modifie la densité de ces dernières, et que les faciès que nous avons étudiés, le faciès à amphiboles et le faciès à des schistes verts,
contiennent des roches de plus en plus denses. Donc nous avons en plus le refroidissement de la lithosphère et son épaississement. Tout ça entraîne ce modèle d'évolution de la lithosphère au cours de son vieillissement. Reprenons rapidement ce que nous avons vu à travers tout ce chapitre. Donc nous avons découvert des dorsales avec des vitesses de différence variées, des dorsales rapides ou des dorsales lentes, qui fonctionnaient différemment. Au niveau des dorsales rapides, nous avions une décompression du manteau qui restait à même température, donc on a appelé ça décompression adiabatique, du fait de la remontée de matériel chaud et des mouvements de convection très importants, qui entraînaient une fusion partielle et la mise en place donc d'une croûte par accrétion magmatique. Au contraire, dans les dorsales lentes, le flux géothermique étant beaucoup plus faible, on n'a pas cette décompression du manteau, mais on a quand même un étirement qui fait remonter les péridotites du manteau avec une faible fusion partielle et qui entraîne donc la mise en place d'une lithosphère peu magmatique. Deux modes de fonctionnement différents au moment de la formation, mais une évolution commune, puisque nous avons, au fur et à mesure du temps qui passe et de l'éloignement à la dorsale, nous avons une lithosphère dont la densité augmente, une lithosphère dont les minéraux se modifient, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme, et une lithosphère qui va s'épaissir avec, au niveau des couches supérieures, un hydrothermalisme, c'est-à-dire une circulation d'eau importante. Donc une évolution commune, que ce soit au niveau des dorsales lentes ou des dorsales rapides. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le chapitre suivant qui concernera la dynamique des zones de convergence.